Vous écoutez Inky et Pete se livrent, et plus précisément, vous écoutez Les Auteurisses se livrent, une capsule mensuelle qui donne la parole à un auteur ou à une autrice. Je suis Mafalda Vidal, autrice et lectrice d'imaginaire, l'humaine de Inky et Pete, et ce mois-ci, c'est Noémie Lemos, autrice de Station Symbiose, Hope et Neige, entre autres, qui se livre. Je voulais te remercier chaudement d'avoir accepté cette interview, puisque tu es la première dans ce format. J'adore inaugurer les choses, moi. Du coup, on va commencer par des présentations. Donc, Noémie, est-ce qu'on peut dire que tu es ingénieur agronome le jour et écrivain la nuit, à peu près? Oui, à peu près. C'est comme je suis une grosse marmotte, j'essaye de tout faire rentrer dans la journée, tant que le soleil est levé, mais c'est à peu près ça. Je dis souvent que j'ai une double facette, j'ai un côté très, scientifique, mathématique, et du coup, je suis ingénieure agronome spécialisée dans les études de marché, les statistiques, en gros, de, 9 heures à 18 heures, je travaille sur, Excel. Et après une petite session de sport, le soir, au coucher du soleil, j'ouvre Word et là, je suis, autrice et j'écris, de l'imaginaire, principalement. Ok, mais tu as aussi une facette créative avec tes sœurs. Oui. Alors si on veut vraiment faire le tour, je suis un peu hyperactive, donc il y a ces 2 composantes principales. On va dire, ça fonctionne un peu par semestre. Au premier semestre, les petits temps que j'arrive à décoter, je les consacre, au professorat parce que j'enseigne, le marketing, enfin les études statistiques, de mon métier, dans une université. Et sur le second semestre, c'est plutôt, très, créatif. J'ai besoin aussi toujours d'avoir quelque chose de manuel et effectivement, j'ai monté une fabrique de boules de Noël avec mes 2 petites sœurs qui s'appelle, Trois belettes dans le buffet. Et il y a un nouveau produit là, pour l'automne. Et là, voilà, on rentre, alors d'ici à ce que le podcast soit diffusé, je sais pas si on restera, mais on rentre une collection, on fait une collection d'automne, donc ça nous occupe bien aussi, en ce moment et c'est chouette. Bon, Parce que trop je cool. suis très loin de ma famille, donc ça permet de garder un lien et vivre les nouvelles technologies aussi pour faire des réunions WhatsApp, à n'importe quelle heure. Là, pour le coup, c'est souvent tard le soir. Ok. Et donc, tes sœurs ont des enfants? Oui, c'est Trop ça. bien, trop bien. Mes neveux et nièces, qui comptent beaucoup et qui sont aussi la raison pour laquelle, à un moment, je me suis dit, «Là, je veux faire un truc, «sérieux» entre guillemets», je vais avoir une écriture, moi, je fais un peu la distinction entre écrivaine, j'écris pour moi et autrice, j'écris pour les autres. Autrice, autre, je sais pas si c'est la même racine étymologique, mais en tout cas, ça me parle. Et quand mes sœurs étaient enceintes, là, je me suis dit: «Je veux écrire un livre pour une histoire pour mes neveux et nièces à naître, pour mes sœurs aussi, en fait, pendant leur grossesse et pour mes neveux et nièces quand ils auront, 20 ans et que dans 20 ans, je sais pas du tout moi, où je serai, si je serai là et cetera. Je veux quand même être sûre de leur transmettre quelque chose». Et là, je me suis dit: «Ouh là, alors là, ça veut dire quand même qu'il faut que si jamais tu es là dans 20 ans, espérons, que tu la relis avec eux, tu ne rougisses pas en disant: "Oh, qu'est-ce que c'est mal écrit quand même!"» Donc c'est là où je me suis, professionnalisée, pour avoir une écriture qui soit, lisible, par les autres et qui leur apporte aussi, beaucoup de plaisir. Bon, c'est génial. Du coup, on peut dire que tu es créatrice, autrice, ingénieure, super sœur, super tata. Est-ce que le lien entre toutes ces facettes de toi, finalement, c'est pas l'écriture? Je pense que le lien profond, c'est la créativité, sous, différentes formes parce que même dans les sciences, il y a une créativité, hein. Ce que je fais peut s'apparenter à de la recherche ou même vous êtes toujours quand vous gérez, peu importe le métier que vous faites, quand vous faites de la gestion de projet ou, des études, vous êtes toujours en train d'être face à des problèmes, de devoir les résoudre et c'est de la créativité, la résolution de problèmes. Bah oui. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? J'habite en Bretagne et je viens de Savoie et j'aime bien ces 2 pays et j'adore la confiture de groseille et les chats. Bon, super. Du coup, on va commencer par le début et on va parler des incipits, donc les premiers mots. On va parler des tiens et aussi de ceux des autres. Donc, je vais te demander quel est le premier incipit qui t'a marqué. Alors le premier qui m'a marquée, j'arrive pas à me souvenir,
Je sais que le tout 1er livre, mon tout 1er livre que maman m'avait acheté quand j'étais en CE1, mon premier er vrai roman, on va dire, c'était, Fantomette et la lampe magique. Donc il faudrait que je retrouve l'Inky Je sais que je l'ai relu, il y a quelques années de ça où et je me suis dit, je fais: «Waouh, la littérature jeunesse, à l'époque, et même maintenant, hein, mais j'étais tombée dans quelque chose de bien écrit, avec le sens des mots, même s'il faut que ce soit simple, accessible, parce que c'est du premier roman, c'était vraiment, ciselé donc j'ai eu la chance de rentrer tout de suite dans quelque chose de très bien. Mais c'est vrai que les rares Inkipids dont je me souviens, c'est ceux que j'ai lus, récemment, et n'ayant pas une mémoire de ouf, faut vraiment que les premières phrases me prennent, au cœur. Je suis aussi fan de Fantomette, donc je comprends tout à fait. Je retrouverai pour toi le l'Inky de Fantomette, que je mettrai dans la description. Ouais, je dois la voir, faut que j'appelle maman. Et quel est ton premier Inky à toi? Alors là, bah, comme, j'ai un souci de bibliothèque, j'étais obligée de faire le ménage, dans ma bibliothèque, cet été et du coup, je suis retombée alors je sais pas, je suis retombée sur quelques-uns de mes textes gamines. Je sais pas lequel exactement était écrit en premier, mais ils sont tous tapés à la machine sauf enfin à la machine, à l'ordinateur, même si à l'époque c'était des vraies machines. Je me souviens, mon 1er PC portable que mon père avait hérité, de quelqu'un, le truc faisait 15 centimètres d'épaisseur quand même, hein, mais j'avais Word dessus et il y a un des textes qui est écrit à la main. Donc je me dis: «C'est peut-être celui-là le premier et c'est le meilleur incipit parce qu'il y a des trucs genre, c'est pas large, la mène vers le lycée ou j'ai fait la fanfiction d'Harry Potter bien sûr, donc ça doit être, Poudlard était le meilleur, lieu au monde ou un truc comme ça et celui écrit à la main quand même, je lui trouve un peu plus de, comment on dit? De caractère. C'est, il y a des histoires, des fois, qu'on se demande si on doit les raconter tellement elles sont bizarres. Le mieux, je pense, c'est de se jeter à l'eau. Après, on verra bien. Et là, je pense que c'est un texte, je devais être à la fin du collège et c'est vrai quand j'ai relu ça, je me suis dit: «Ah bah, ça résume bien». C'est vraiment c'est écrit depuis le début, raconter des histoires, hein, c'est là. C'est incroyable, toutes les réponses sont, encapsulées en fait dans notre enfance et notre adolescence. C'est Ah oui, c'est fou. ouais. Et donc, j'ai une autre question qui est aussi en rapport avec les débuts. Comment tu commences, toi, l'écriture d'un livre? Est-ce que c'est l'envie qui te pousse à écrire? Est-ce que c'est une idée, un thème, ou est-ce que ça dépend des projets? C'est, en général, c'est toujours un cumul de tout. Si c'est de la nouvelle, ça peut être, juste une chose et encore, c'est pour ça que je suis une mauvaise, écrivaine de nouvelles, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai toujours trop d'idées. J'ai trop de choses à mettre dans le texte et il faut que ça prenne la forme à minima d'une novella ou d'un roman. J'écris pas des pavés, mais j'ai besoin d'un peu de place et en fait, en réfléchissant, je me dis à chaque fois, j'ai plusieurs choses, j'ai une image, quelque chose qui va m'interpeller. Mon premier roman, Hope, c'était quelque chose de très, très scientifique. Je regarde Interstellar. Ils imaginent des solutions de coloniser les planètes, et à un moment, ils se disent: «Bon, bah, voilà, on est un équipage avec une femme, 3 hommes, on a des embryons et puis au pire, on refait renaître l'humanité» et moi, je suis biologie, j'étais là, je fais: «Mais les gars, vous avez qu'une seule femme et puis elle a au moins 35 ans si c'est pas 40. Comment vous dire? Vous allez rien faire du tout». Et du coup, ça, c'est un petit élément. Parfois, c'est une image. Une fois, je me suis baladée dans la neige avec ma nièce. Elle adore les à l'époque, elle adorait les crocos et du coup, on a imaginé des crocos sous la neige et ça aussi, c'est l'image est tellement, frappante que j'ai dit: «Oh, celle-là, je la garde bien au chaud, ça va faire un texte». Mais l'image toute seule suffit pas et souvent je j'accole alors, en général, c'est une première thématique. Pour Station Symbiose, je voulais traiter, bah, de la gémellité, en premier lieu et en fait, une thématique, ça ne suffit pas, donc il y en a souvent une deuxième ou une troisième dès le départ de l'écriture. Station Symbiose, j'avais, vraiment l'envie de traiter de la chaîne de recyclage, d'épuration de l'eau, de traitement des déchets sur un système qui a une station qui est un système fermé, hein, qui est un petit peu l'image d'une planète, mais avec beaucoup moins de flexibilité et puis se rajoutent au fur et à mesure, d'autres thématiques, qui vont faire, grossir, le propos et puis après ce qui compte aussi quand, j'écris, c'est que je me demande toujours pour qui j'écris
Est-ce que j'écris pour, des jeunes, des adultes, est-ce que j'écris pour des accros, de la SF ou, des personnes qui, lisent très peu de SF? Ou aussi, est-ce que j'écris, pour, mes neveux, nièces à naître, pour moi, pour mes beaux-frères, voilà, je ça guide aussi et j'ai besoin de ces c'est un peu une équation, j'ai besoin de ces 3 l'étincelle, l'intention et puis, le public, et ça me fait naître une histoire qui est publiable. C'est vraiment fascinant de t'écouter parce que ça résonne beaucoup en moi et en enfin, ma façon de fonctionner aussi en tant qu'autrice et c'est vrai que c'est vraiment un cumul de plusieurs choses qui fait qu'à un moment on se dit: «Bah, il y a un truc à faire, quoi». Ouais, c'est très souvent on utilise le mot organique. Il est parfois utilisé dans le sens où on sait pas trop, on a du mal à l'expliquer parce que la biologie, l'organique, c'est quelque chose qui est pas enfermable dans des équations. Mais moi, je l'entends organique dans le sens où c'est de la connexion. Organique, c'est, il y a plein de choses qui se passent, qui se connectent pour faire quelque chose qui est plus grand que la somme des composantes, quoi. Tout à fait, 1 + 1 = 3. Voilà, c'est ça. Donc on a parlé des débuts, maintenant on va passer sur, le livre à proprement parler, le milieu et donc on va parler de ton écriture. Donc pendant l'écriture, c'est quoi ton moment préféré? C'est la réécriture. Ça, j'aime bien à peu près toutes les phases, mais c'est vrai qu'une fois que le premier jet est posé et que du coup j'ai l'intégralité parce que même si je suis très, architecte, donc je fais mon synopsis, c'est pas du scène à scène, mais c'est quand même, une belle direction à peu près chapitrée. J'ai mes persos, mes intentions et cetera et en fait, au premier jet, il y a toujours de la découverte, hein. On n'est jamais, 100 sûr. Je sais qu'il y a des autrices, des auteurs qui commencent à écrire sans forcément se dire c'est quoi la thématique et ça jaillit au fur et à mesure. Là, j'écoute les cours de Brandon Sanderson qui sont dispo sur, YouTube. Il en parle beaucoup en disant: c'est le premier jet, c'est pour comprendre ce qu'on raconte et le deuxième jet, c'est pour vraiment le raconter et du coup, même si moi je le prépare avec des plans, bah, en faisant le premier jet, je vois organiquement ce qui est en train d'émerger, les couleurs les couleurs ou si je reprends pour rester dans Station Symbiose, l'analogie avec, les parfums, voilà, j'ai le parfum de tête, le parfum principal et puis au fur et à mesure que j'écris, je vois bien quelles sont les autres subtilités et nuances, qui vont accompagner ça. Et du coup, une fois que je suis dans la réécriture, je sais très bien où je vais. J'ai un côté assez mathématique aussi de tout reposer en disant: «Attends, mais est-ce qu'il y a pas des contradictions? Ce personnage-là, son attitude me plaît pas assez, celui-là, il est pas assez ça». Puis j'ai souvent aussi le retour des bêta lectures. Je sais pas écrire toute seule. Moi, il me faut un regard autre pour voir des choses que j'avais pas vues tant que je suis toute seule dans mon premier jet. Vous voyez, je trouve, très bien, formidable ou au contraire, je suis pas sûre, mais je sais pas quoi en faire, en fait. J'ai besoin de le laisser partir, chez mes bêta lectrices et lecteurs et d'avoir leur retour et là, d'un coup, je fais: «Ah oui, tiens, ça, je peux m'améliorer». J'ai vraiment un processus d'apprentissage en plus, donc j'adore ça. Donc dès qu'on pointe un truc, je fais: «Ah ouais, tiens, ça et ça» ou entre-temps, moi aussi, j'ai maturé, je me dis: «Ah, j'aimerais bien aussi aller creuser», pour Hope, c'était le côté de la grammaire aussi en disant: «Ah ça me titille, comment je peux faire?» Et c'est vrai qu'à la réécriture, tout va bien peaufiner et se mettre à corps, et le texte est là et soit j'ai le plaisir de lire des passages qui sont très bien, que j'ai pas besoin de retoucher et c'est génial des fois quand même, hein, de se dire: «Ah ouais, quand même, ça va!» Et puis du coup de réécrire les passages qui vont pas en général ça vient, assez, facilement parce que je sais où je suis, je sais où je vais, du coup c'est cool. Et là ça c'est ma réécriture avant l'envoi aux éditeurs, mais après la phase aussi de retour. Pour l'instant, j'ai bossé avec des éditrices, vraiment, très, très cool, soit chez Timelab, chez Critique, j'ai eu aussi, des expériences chez Géphir, chez Oniri et c'est vrai que d'avoir des retours aussi, surtout sur un roman qui est quand même, 1-2-3 ans d'effort, de commentaires derrière, en mode soit: «Oh c'est trop beau» ou «Je pleure» ou «Lol, je suis mort de rire», c'est comme ça d'ailleurs sur Station Symbiose que j'ai découvert que je savais écrire, de l'humour parce que j'avais pratiqué. Moi, je pensais que mon histoire, elle était dramatique parce que, voilà, une dimension un peu, personnelle et c'est un des leviers de l'histoire et bon, ceci dit, je voulais en faire quelque chose de lumineux, ça me correspond, mais c'est vrai que j'étais restée sur cette vision et quand j'ai vu les retours de Lise en mode: «Ah trop marrant» et cetera, j'étais là, je fais: «Mais
Mais ouais, mais en fait, c'est marrant et c'est super chouette d'avoir fait quelque chose de marrant. Mais en soi, j'aime bien à peu près toutes les phases, les phases d'écriture. J'aime bien faire des recherches au début pour le premier jet, j'aime bien, laisser les idées, danser dans ma tête, la bon le plus chiant, c'est la relecture ortho-typo, mais quand on aime son texte, je me souviens Hope ça a été quand même c'était mon premier roman et le on a vraiment pris du temps avec Timelapse. La maison n'était pas encore lancée, donc entre le premier jet et l'édition, il y a dû avoir 3 ans, avec plusieurs allers-retours. Bah, au bout de 3 ans, le dernier BAT à le relire, bah, en fait, j'avais toujours la larme qui sortait à la fin et ça je fais: «Ah ouais, quand même». J'ai enfin, il aura peut-être ses défauts, peut-être que je savais pas à l'époque si les gens allaient aimer, hein. Franchement, je savais pas du tout. C'est le premier, mais j'y suis allée en mode, bah, moi je l'aime comme ça, quoi et c'est vrai que quand on est à la Xème relecture, c'est je pense que c'est là aussi, on voit il y a un petit côté chiant quand même parce qu'on connaît par cœur le truc et les fautes d'orthographe et les trucs, les orphelines, les veuves, les machins là pour la mise en page. Mais heureusement que Marielle sait gérer ça parce que moi ça me parle pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a quand même le petit côté à la fin, à chaque fois les stations Symbiose, c'était pareil à la fin de me dire: «Ah ouais, punaise, ah j'ai fait ça, quoi». Donc là, si j'écoute bien ce que tu dis, le moment le plus douloureux finalement, c'est un moment qui n'existe presque pas, c'est la correction orthographique, à la toute fin. Ouais. Bah, disons que j'ai toujours du mal avec le terme douloureux justement parce que, l'écriture, c'est un processus, qui m'est pas douloureux. C'est enfin, c'est à la fois inné, à la fois acquis, hein, c'est toujours un mélange des 2 la question, mais il y a des phases un peu plus difficiles et c'est là aussi où je sais que j'apprends. Que ce soit en écriture, que ce soit sur moi, mais il y a rien réellement de douloureux. Il y a des phases moins passionnantes, l'orthotypo. Il y a 2 trucs qui sont plus difficiles. Il y en a un, c'est la patience, parce que je suis pas quelqu'un de patiente du tout. Ça va très vite dans ma tête et que ce soit au boulot ou en écriture, dès que j'ai une idée, j'ai l'impression que c'est bon, c'est fait. J'ai eu l'idée qui est quand même souvent une idée assez vague et du coup, tout de suite, moi, je passe à la phase où je m'imagine déjà en train de restituer mon projet, envoyer mon premier jet, et en fait, non, entre-temps, il y a du temps et il faut le temps. Là, cet été, j'étais beaucoup dans du synopsis. Bah, il faut le temps que ça mature. Moi, je suis toujours en mode: «Ah ouais, je vais écrire sur ça, ça, j'ai mon équation, je sais pour qui j'écris, pourquoi, quelles images, c'est bon, j'y vais direct» et bah, non, un synopsis, un roman, ça mature, il faut quand même quelques mois pour que, commence à se dessiner une trame qui soit précise, des images, à couper le souffle parce que j'ai besoin de ça aussi quand j'écris, des effets waouh, et ça, la patience, je suis voilà, ça, c'est toujours difficile, mais c'est voilà, c'est dans ces moments que j'apprends aussi la vie, ça me reconnecte à mon corps aussi parce qu'au final, c'est assez organique aussi, c'est au quotidien, c'est de temps en temps, il y a un petit truc, une idée, un truc qui jaillit d'un coup, vraiment, tripale et où là, je me dis: «Ah! Ça, là, je tire mon petit truc qui va voilà, qui est vraiment précis, puissant que je vais mettre dans le livre». Donc c'est ça qui est le moins facile pour moi. Et il y a une autre phase pour le coup qui est parfois un peu c'est pas de la douleur, mais c'est plus, parfois un peu de honte, où quand j'envoie en bêta lecture, bah, comme tout le monde, il m'arrive d'écrire des énormités, enfin des trucs que je trouve une énormité ou quand quelqu'un me voit en disant: bah, là, ça pourrait paraître un peu, soit raciste, soit xénophobe, soit» si on va tirer parce que j'ai utilisé des images, basico-basiques, et là je me dis: «Ah mais c'est pas moi ça, c'est enfin comment j'ai pu écrire un truc comme ça?» Et là vraiment, là ça vient me prendre, ou alors des fois dans la structure globale ou quelque chose où je me dis: «Mais zut, je me suis loupée!» Mais c'est pas grave, c'est comment? J'aime beaucoup cette phrase, je crois que c'est Mandela, «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends» et moi c'est ça dont j'ai besoin, c'est d'apprendre et c'est comme ça que je progresse et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, je crois que c'est Sylvie, mon amie Sylvie Poulain qui en parlait, dans une newsletter, dans un interview qu'elle a donné. Si, c'était la newsletter de Mathilde de Sachet, Écrire au féminin, qui est vraiment géniale, je vous conseille. Qui a dit quelque chose qui m'a fait penser à ça.
en me disant: «Mais il faut pas avoir honte d'être médiocre au départ. Un premier jet, c'est un premier jet, il y a tellement de choses qui se passent dans notre tête qu'on est quand même le produit, j'ai bientôt 40 ans, bah, j'ai 40 années de biais sociaux, de biais culturels que je déconstruis, j'essaye de déconstruire en permanence, mais il y a des tropes, qui reviennent, et des fois, il y a des erreurs, que je trouve gravissimes qui reviennent, mais justement, ça sert à ça, le premier jet, et c'est vrai que là, c'est tellement important d'avoir des bêta lecteurs et lectrices avec qui on sent confiance, où on se sent pas jugé, parce qu'on fait tous, et des fois, c'est une image, basique, enfin, c'est un mot, quoi, et 99 des gens, ça se trouve, le verraient même pas, mais ça engendre une réflexion. Je me dis: «Ah oui, ah mais non, ça, on pourrait l'interpréter comme ça et je veux pas». Et c'est vrai que là, il y a toujours des petits points de: «Oh là là, quand même, tu as sorti ça, mais» et donc ça, c'est pareil, c'est pas agréable, et en même temps, ça me fait progresser, et en même temps, l'erreur est humaine, le premier jet est jamais le bon, et c'est normal, quoi. Et je le répète vraiment parce que moi, je l'ai beaucoup entendu dire par des auteurs confirmés quand je cherchais, et même encore aujourd'hui, hein, j'écoute toujours des podcasts, je lis, et c'est vrai que ça fait du bien tout le temps de se l'entendre dire, parce que c'est ça aussi qui m'a permis de passer le pas, et Neige, qui est la toute première novella donc que j'ai écrite en me disant: «Je veux qu'elle soit lue». Pareil, entre la toute première version et la version finale, il y en a eu du travail. Et c'est cool et c'est bien, mais c'est vrai qu'il faut pas avoir peur de remettre, comment on dit? Remettre l'ouvrage sur, le Sur tapis. le métier. Le métier, voilà. Il faut pas avoir peur de faire des erreurs, même des erreurs dont on a honte. C'est pas grave, enfin, de toute façon, elles vont se débunker très vite. Même nous, on le verra à un moment. Donc pour résumer, c'est, patience, apprentissage Mmh. et on n'est pas là pour souffrir. Ouais. Ah oui, alors ça, c'est bah, de toute façon, on n'est pas là pour l'argent, clairement, hein. Ah bah Donc non, non. si on ne se fait pas plaisir, si enfin moi je suis ma première lectrice tout le temps, même si j'écris pour les autres, il y a toujours ce côté de si moi j'aime pas ce que je suis en train d'écrire, c'est enfin ça m'est jamais arrivé, mais c'est pas c'est que ça va pas quoi, enfin plus ça sert à rien. C'est surtout le plaisir, c'est avant toute chose le plaisir que j'ai à écrire, et c'est vrai que quand il y a le plaisir d'être publié et du coup de rencontrer son lectorat et de voir, les effets, bah, ça c'est un gros coefficient, multiplicateur exponentiel, de tout ce qu'on veut. C'est génial aussi. Je pense qu'on est dans la même team. L'écriture, c'est cool Oui. et l'écriture, c'est pas quelque chose qui est censé nous faire du mal Ouais, et nous faire, pleurer des larmes de sang. ouais. Voilà, mais on n'est pas tous dans cette team-là. Je connais des j'en connais plusieurs qui sont pas dans cette Ouais. team-là. Ça tiens et bah, il y a un jour, il faudrait que j'ai un débat avec Lionel là-dessus. Parce que alors Lionel, il est pas vraiment dans je sais pas si c'est la team larmes de sang, mais Lionel Davoust parle souvent de la difficulté à s'y mettre dans, le mood, et cetera. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours compris, mais je ne sais pas si c'est une juste interprétation, mais faisant du sport, je l'ai toujours pris aussi avec ce côté, bah, je veux me dépasser, et du coup, l'entraînement parce que bon, il écrit pas des enfin, il écrit très bien des nouvelles d'ailleurs et des novellas aussi, mais là, il est sur des projets, titanesques. Mais du coup, c'est comme quand on fait du sport, on va à la salle ou quel que soit le sport qu'on fait, il y a un moment où il y a de l'effort qui est pas toujours agréable, mais il y a ce plaisir à progresser, à faire l'effort. Donc moi, je l'entends plutôt comme ça, mais ce serait intéressant, tiens, que je lui demande. Je suis curieuse de la réponse aussi. Mmh. Mmh. Donc tu l'as dit, ces thèmes qui sont chers à ton cœur et que tu as envie de mettre, est-ce que c'est à chaque fois les mêmes et est-ce que tu les mets sciemment du coup dans le roman? Est-ce qu'au moment où tu te dis: «OK, je vais écrire ce roman-là, ça va être pour tel genre de personne, tel lecteur, dedans, je veux absolument mettre tel thème à l'intérieur»? En général, c'est vrai que les thèmes principaux sont bien cadrés dans ma tête, et c'est vrai quand j'ai un thème, je suis pas sûre qu'un jour j'arriverai à écrire quelque chose où il y ait pas ce thème très général qui est, l'amour, la connexion, a appelons ça comme on veut, mais tous les niveaux de connexion. Après selon le roman,
ça va être orienté plus ou moins, c'est tout des gradients, mais il y a tout ce qui est la connexion entre soi, l'amour d'une mère à son fils, un amour comment dire? Romantique, un amour, adelphique entre, frères, sœurs et cetera. Il y a, le lien, l'amour en société, les amis, le groupe social. Il y a moi j'aime beaucoup aussi le lien à l'interespèce et ça, c'est vrai que ce soit dans Station Symbiose ou dans Hoops, même dans Neige, enfin ça se sent souvent. La rencontre avec l'autre quand l'autre c'est un animal, c'est un extraterrestre, c'est quelque chose de très différent de nous ou une autre culture et puis il y a aussi, bah, après le lien, la place même à tout l'écosystème, à l'univers même, hein, parce qu'il y a pas que la biosphère. Donc c'est vrai que ça, je pense que ça m'anime tellement que ça sera toujours, quelque part de façon consciente aussi ou inconsciente, mais ça rejaillit naturellement et puis après je vais aller traiter peut-être affiner parce que, Hope c'est vraiment c'était, pour mes deuxièmes neveux et nièces, je voulais travailler la figure de la mère qui a un enfant. Neige, mes sœurs étaient enceintes pour la première fois, je voulais travailler la figure de la mère qui porte un enfant. Station Symbiose, je voulais travailler la figure de l'amitié et de la sororité, du manque. Là, je suis allée en Égypte sur un super voyage, j'écris dessus, je suis en train d'essayer de travailler le lien entre les cultures. L'autre, quand il est semblable, mais qu'il a pas la même culture, c'est ces choses qui frottent, qu'on comprend pas, comment on apprend à faire des choses ensemble alors qu'on n'est pas pareil. Après, il y a d'autres thématiques. On retrouve beaucoup l'écologie, mais qui pour moi rentre dans cette grosse thématique. Il y a un texte que j'ai envoyé qui va travailler sur la corporité des émotions, par exemple. Parfois, je rajoute, Station Symbiose à ce thème très précis du cycle de l'eau. Voilà, il y en a toujours plusieurs. OK. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui revient, mais qui est un peu moins profond que ça? Un animal, une couleur, une texture? Ouais. Alors j'aime bien le orange, le renard, donc mais ça revient pas partout. C'est vrai que j'aime bien le côté animaux, animal, alien, enfin ces formes-là. Station Symbiose est le premier. En plus, c'était hyper facile où j'ai glissé des clins d'œil. Il y a quelques, lecteurs, lectrices qui les ont remarqués. Il y a un des prénoms qui est dans ma nouvelle, Amazonie spatiale, qui revient aussi, qui est le nom d'une planète dans Station Symbiose. Enfin, je fais des petits clins d'œil comme ça, mais j'ai pas comment on dit? D'easter eggs, spécifiques. J'ai pas la même chose que je case de partout. OK. Est-ce qu'il y a un tic ou un mot que tu emploies tout le temps et qu'en correction, du coup, on te fait changer? Oui, alors ça dépend je change à chaque fois, hein. Je me souviens, ma petite sœur qui me lisait quand j'étais gamine, j'avais écrit une fanfiction, de Poudlard. Des années plus tard, elle m'a dit: «Ah ouais, je me souviens, tu ça, et tous les chapitres, ils finissaient par "et tous rient de bon cœur"». Et quand j'ai relu le truc, j'ai fait: «Ah oui, c'est ça». Hope, Marielle m'a dit: «Non mais les cœurs, ils vont s'arrêter de battre» parce que son cœur s'arrêta, c'était toutes les 4 lignes. Station Symbiose, j'ai fait plus attention. Il y a moins de choses qui sont revenues, mais mon chéri, quand il a fini, il me dit: «Elle se mord souvent la lèvre quand même». OK, un autre variable, ouais. Instinctivement, il y avait une nouvelle pour Critique aussi. Je sais plus si c'était Capharnaüm ou des fois, j'ai un mot comme ça qui me vient, que j'adore et du coup, je le mets partout. Mais c'est à ça que sert, la correction et le petit antidote. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses et des tics voilà, qui restent et je pense que chaque roman, il y en aura toujours un peu plus fort que l'autre, quoi. Ah oui. Donc toujours pendant l'écriture, est-ce que tu lis à voix haute? Parce que tu as très, très bien lu, merveilleusement même lu, le l'incipit de Station Symbiose dans ce podcast et donc je voulais savoir si c'était quelque chose que tu avais l'habitude de faire, pendant ton process d'écriture ou après ou peut-être avant? Peut-être que tu te parles à toi-même? Alors je me parle beaucoup dans ma tête. Il y a même plusieurs mots. Tout le monde, je pense. Ouais, ouais, de toute façon, c'est là aussi le langage et la pensée, on pourrait en parler des heures. Je l'ai fait au début quand j'écrivais de la nouvelle, parce que ça me permettait de voir au départ, j'apprenais, et la lecture à voix haute, franchement, quand on démarre, je peux que conseiller parce que tout de suite, on sent les rythmiques de la phrase, les répétitions. Quand vous lisez à voix haute, les répétitions que vous n'avez pas vues, elles sortent tout de suite. Si en plus vous lisez à quelqu'un, c'est encore mieux parce que vous avez un retour en direct. Donc c'est vrai que ça, au départ, je le faisais beaucoup et puis après, au fur et à mesure que j'ai gagné en expérience et que, j'ai aussi, gagné en volume, d'écriture,
J'ai l'impression que ma voix aussi s'est intériorisée, que je sens plus naturellement la fluidité des phrases, que j'en ai moins besoin. Ce serait aussi beaucoup, beaucoup plus long, mais ça m'arrive quand même de lire des passages à voix haute. Le plus souvent, c'est quand je suis dans la voiture parce que j'ai l'avantage extrême de pas avoir le mal des transports, et d'avoir un chéri qui adore conduire et en plus de m'être expatriée en Bretagne, donc on fait souvent des longs trajets et du coup, bah, moi je suis sur mon PC, il conduit, je corrige et puis il y a des fois, bah, il est à côté, j'ai envie de partager, on partage beaucoup donc je lui lis un passage ou alors j'ai un doute et pareil, je lui lis pour lui demander mais souvent c'est plus en mode: «Ah tiens, attends, il va se passer ça, ça, ça» ou «Oh regarde là, j'ai cette réplique là», et cetera. Donc ça m'arrive de le faire encore. Et en parlant de longs trajets, l'année dernière, il s'est passé un truc assez marrant. On allait donc, au Portugal dans ma belle famille, tout en voiture, donc c'est quand même, 14-15 heures de voiture. Quand on part, j'entame, Super méchant débutant de John Scalzi. Très marrant comme livre et du coup, dès le premier chapitre, je pense que dès l'incipit, les premières phrases, j'étais déjà mort de rire. Donc sur les 3-4 premières pages, tous les 2 paragraphes, je m'arrêtais et je disais à Alex: «Oh attends, faut que je te lise ça». Et puis en fait, bah, au bout de 4-5 fois, je fais: «Écoute chérie, je vais le lire à voix haute», hein. Et du coup donc la lecture de John Scalzi à voix haute prend à peu près 9 heures, ce qui était notre temps de trajet sur, la journée. Et donc j'ai terminé la journée, je n'avais plus de voix, mais on est arrivé à Bordeaux, vraiment j'ai terminé le bouquin, au pied de l'hôtel qu'on avait pris pour couper le trajet. C'était nickel et ce livre, c'est comme un film, enfin, c'est vraiment qu'un film d'action, c'est très, très marrant et c'est vrai que le fait de le lire, j'ai pas vu le trajet passer. Alors, quand je lis, moi toute seule, je vois pas le trajet non plus, mais il y avait quelque chose de super chouette. J'ai l'impression d'avoir fait une séance de cinéma avec mon mari, pendant 9 heures et c'était vraiment super chouette. Trop bien. On va maintenant passer aux fins et aux excipits, du coup, à tes fins et puis aussi aux fins des autres. Est-ce que tu connais à peu près la fin de ton histoire quand tu commences à l'écrire? Pour le coup, je sais la fin, je sais où je veux aller. C'est presque parfois, je sais même la fin avant d'avoir, l'histoire. Station Symbiose, très clairement. J'ai commencé par la fin. Donc je la connais. Par contre, je ne sais pas écrire une fin la première fois. Toutes mes fins ont été reprises. En fait, j'arrive alors moi, je fais beaucoup des courbes d'émotions, on va dire, d'intensité où je dessine une courbe sur mon roman. Je sais si, ça va toujours en montant, les moments de pause, si ça va, ça vient, si c'est Hope, ça démarre quand même sur la première moitié assez tranquillement, puis fou, après ça monte. Station Symbiose, c'est un vrai escalier, c'était pour la jeunesse, donc j'avais besoin de garder de l'attention tout le long, il y a que des petits moments de pause. Mais souvent dans toutes les fins, de romans, c'est moins le cas pour la nouvelle, il y a, le moment phare, du livre et après on laisse redescendre la tension. Et moi, une fois que je suis au sommet, le moment phare, et ben, en fait, redescendre, j'ai pas envie et en général, ça se clôt en 2 pauvres phrases sur mon premier jet, c'est l'enfer. Et j'envoie mes 1ers jets en disant: «De toute façon, la fin sera réécrite» et souvent, il faut même en premier jet, j'ai encore un peu du mal, j'envoie à l'éditeur et c'est après, enfin vraiment la fin est une réécriture plus tardive. J'ai besoin d'avoir ingéré tout le livre, voilà, d'être sortie de cette phase où en fait quand j'écris, je découvre l'histoire et je suis à fond et à peu près tous les livres, moi je suis pas une grande fan des fins, ce moment de redescente de tension, je le trouve pas facile et il veut dire aussi que le livre se termine donc sauf si vraiment j'en ai marre du bouquin et puis dans ce cas-là, c'est pareil, la fin je veux qu'elle aille vite. Mais en général, c'est pas le moment que je préfère. Je rends plutôt team Incipit. Donc c'est ça, je la connais très bien, mais je mets du temps à lui donner sa vraie forme. Ceci dit, à chaque fois, enfin pour Hope et pour Station Symbiose, je suis contente. Ça a pris du temps à sortir, mais voilà, j'ai à chaque fois, j'ai des fins qui moi, en tout cas, me font pleurer. Je sais que sur certaines personnes, surtout Hope, Station Symbiose est quand même plus léger et voilà, c'est plus caché, on va dire, l'émotion. Mais sur Hope, en général, ouais, ça elle fait quand même couler un peu des larmes. Est-ce qu'il y a une fin qui t'obsède? Ça peut être une des tiennes ou une d'autres personnes. Non, parce que alors moi, dans les miennes, quand je les écris, c'est un processus qui est long. Mais justement, quand j'arrive à écrire enfin ma belle fin, je sais que le livre est terminé, je sais que je suis arrivée au bout de mon processus.
Ça vraiment, ça clôture. C'est au bon moment, au bon endroit et justement, c'est ça qui me permet de me détacher aussi du livre, je pense et de le laisser, aller et d'engager un projet, suivant. Parce que souvent, quand je suis en train d'écrire une fin, je suis quand même en train de synopser, le prochain. Donc non et après alors, des livres, il y en a un que j'ai jamais retrouvé, que j'ai lu gamine, sur, une histoire d'un enquêteur qui est hyper sensible au bruit, donc qui est toujours avec des oreillettes, des cache-bruits sur les oreilles et je crois qu'il y a des personnalités qui reviennent à la vie, genre Einstein, genre il y a des trucs bizarres et le livre, pas moyen, je l'ai lu parmi la des c'est même plus des montagnes, gamine, je bouffais un livre par jour, je faisais que ça donc j'en ai lu tellement à la bibliothèque de Chambéry que je sais plus le nom de l'auteur, le titre du livre, c'était il y a au moins 20 ans. Mais alors la fin m'a vraiment marquée parce que sur un roman, il y a une fin de nouvelle, c'est-à-dire que les derniers mots, mais vraiment la dernière phrase, réécrit tout le livre. Et alors ça m'a retourné le cerveau quand j'étais gamine et vraiment là, le jour où si un jour j'arrive à retomber dessus, je serais vraiment contente. Bah, on peut C'était lancer un appel, hein. un appel si quelqu'un connaît l'histoire. Alors Si plutôt quelqu'un a une idée du livre que ça peut être, voilà, vraiment dites-le. plutôt jeunesse, d'un enquêteur qui est hyper sensible au bruit, avec une histoire d'alien qui ressuscite, des Einstein et cetera, je prends! Je fais passer le message. Et sinon, alors, je l'ai vu en film et pas je sais que c'est une nouvelle, c'est, Premier contact, qui est un film que j'adore et là aussi, la fin est sur un retournement de cerveau, mais j'adore ça. Et c'est vrai que souvent c'est sur des nouvelles. C'est vrai que sur des nouvelles, les fins, je me souviens aussi, bah, aux éditions, 1115, il y a un petit oui mais non, un petit hors-série là où il y a une nouvelle d'Estelle Faye dedans qui est minuscule. Mais pareil, déjà la nouvelle est bon, c'est Estelle quoi, j'adore Estelle, hein. Je dissèque ses bouquins pour, avoir le même style d'écriture parce que c'est ça que j'aime et ça va droit au but, la nouvelle est hyper courte et en fait pareil à la fin on est là, on fait: «Oh l'idée de génie!» Enfin la fin est géniale quoi. Donc il y a celle-ci aussi et des nouvelles. Après je me souviens pas toutes, mais souvent, c'est vrai que c'est ce que j'aime bien dans les nouvelles et ce que je n'arrive pas à faire, pour le coup, c'est des fins qui vont droit au but et qui sont hyper impactantes, qui claquent, j'adore ça et il y a une fin par contre que je déteste et j'en veux beaucoup à l'auteur, mais comme il est mort, je ne pourrai jamais rien lui faire. C'est, le Fantôme de l'opéra c'est Gaston Leroux, je crois. Oui. Qui nous fait un truc, romantique, gothique, où tout le long du bouquin, on est là, on fait: «À la fin, l'opéra va s'effondrer, ça va tuer tout le monde, c'est de la tragédie, c'est génial» et alors les 3-4 dernières pages, la happy end à des c'est tellement pas naturel, ça va tellement pas avec le reste du bouquin que je me demande si c'est pas son éditeur qui lui a fait réécrire, quoi. D'un coup, tout le monde est sauf, ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants, alors autant dire que c'est des fins que je déteste, déjà de base et en plus quand c'était pas prévu dans le livre. Ah celle-là, je brûlerais les dernières pages du livre, quoi, parce que le reste est une ambiance ado que j'avais adorée, mais non, quoi. Enfin, quand on fait de la tragédie, on va jusqu'au bout, quoi. Enfin, à un moment, faut être logique quand même. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait. Donc on arrive à la fin de cette interview, mais pas encore tout à fait la fin. D'accord? Nous, après le moment phare, moi j'appelle ça le climax, Ah! Merci! on C'est ça, redescend. le climax, C'était déjà. le mot que tu cherchais, OK. Voilà. Nous, on va redescendre un peu tout doucement. Donc je crois que tu l'as dit pendant l'interview. Est-ce que tu es plutôt team Inkipit ou team Excipit? Tu m'as dit que tu étais team Inkipit. Clairement. Est-ce que tu voudrais bien nous lire tous les Inkipit de tes livres qui ont été publiés ou si tu les connais par cœur? Il y en a 3 dont je me souviens vraiment sur ce que j'écris parce qu'effectivement, j'étais contente de mes premières phrases et elles me vont. Je sais pas si elles claquent, mais en tout cas, elles me vont. Il y a une nouvelle que j'ai écrite dans Marmite et micro-ondes qui s'appelle Rouge groseille où, Olivier Gechter, j'avais travaillé avec lui au début, je commençais, c'était ma deuxième nouvelle publiée, il m'avait vraiment aidée, on avait fait un super boulot et pour le coup, la toute première phrase, celle-là n'avait pas changé, c'est: «Quand j'étais petite, je croyais que les vampires n'existaient pas». J'adore. Et ça, voilà, ça dit tout, hein, mais ouais, celle-là, je l'aime et encore, c'est ma plus courte nouvelle grâce à Olivier et je l'aime beaucoup. Mais pareil, c'est une nouvelle qui deviendra un roman parce que je ne sais pas écrire des vraies nouvelles. Dans Hope, pareil, alors Hope, il y a
Il y a un article de journal qu'on a mis avant avec mon éditrice, donc on a rajouté pour aider à la compréhension et apporter un peu de lecture du monde. Mais c'est un espèce de prologue. Le vrai début du roman, «De l'eau qui tombe du ciel». Acha acquiesça. Les mines dubitatives de ses sœurs exigeaient de lui plus d'explications. C'est vraiment cette question: «De l'eau qui tombe du ciel? Quoi?» Trop bizarre. Mais d'où ça vient? Et pareil, là, je trouve que tout de suite, ça voilà, on sait qu'on est de quelque part où la pluie n'existe pas, quoi. Donc déjà, ça interpelle et j'étais contente. Et la dernière dont je me souviens, Station Symbiose, parce que ça, c'est voilà, là aussi, j'avais les premiers mots, en même temps que la fin. Le personnage, me ressemble beaucoup et ma maman est assistante maternelle et j'ai vécu tout le temps, toute ma vie avec, plein de petits-enfants et je détestais ça. Donc le début, c'est: tout le monde adore les bébés J. Tout le monde, sauf moi. Après les bébés J sont quand même, Je pense que c'est le même trajet que j'ai fait, c'est que je détestais les bébés et puis le jour où j'ai été tata, je «Ah bon, c'est vrai quand même, il y en a certains, ils peuvent être mignons». et celui de Neige? Et celui de Neige, alors c'est un texto, mais je sais pas si hors contexte comme ça se comprend. «Je pense bien à toi pour ton premier jour dehors. Ne te mets pas la pression, s'il y a le moindre problème, tu rentres quand tu veux. Prends soin de vous. Je t'aime». Moi, je trouve que ça dit beaucoup. Ouais. Ça déclenche beaucoup de choses dans la tête qui en tant que lecteur et lectrice, qui te permettent de te projeter sur quelque chose, quoi. Je vais faire ma fangirl, hein. J'adore tout ce que tu fais et c'est vrai que tes incipits sont particulièrement savoureux à lire à voix haute ou à voix basse, parce que justement, tu arrives en quelques phrases à condenser l'univers du roman ou de l'histoire de manière générale en juste quelques mots. Et ça, c'est hyper fort. Je trouve que ça fait un bel écho à l'incipit que tu nous as lu au début de l'interview, ton premier incipit, où finalement toutes les réponses sont là. Et c'est vrai, quand tu regardes après les incipits après avoir lu le livre, bah, tu te dis: «Mais en fait, mais oui, j'aurais pu le deviner dès le début que ça allait devenir, ça, quoi». Donc tu as toute mon admiration et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui t'ont lu et qui adorent aussi ta plume et donc vraiment, bravo pour réussir à faire ça, c'est vraiment super. Le résultat est génial. Merci beaucoup et j'en profite pour te remercier toi et aussi toutes les personnes qui effectivement me lisent, font des super retours et en fait, j'aime beaucoup ton approche Inkipit parce que j'y ai jamais vraiment réfléchi et en fait, j'apprends et à chaque personne qui me fait un retour, j'apprends aussi, sur moi et apprendre c'est voilà, avec aimer, c'est vraiment mon leitmotiv dans la vie donc c'est génial. J'ai une deuxième question, type team. Est-ce que tu es plutôt, team, chat, team chien, team, renard? J'ai cru comprendre que tu aimais bien les renards. Je le renard est mon animal totem et sinon je entre chien et chat, moi je suis très, très, très chat. Nous sommes dans la même team. Est-ce que tu aurais une recommandation lecture pour la team chat? Ouais. Pour la team chat, j'ai quelques recommandations lecture, c'est toujours dur de choisir, mais j'essaie de sortir un peu de parce que je parle toujours de Becky Chambers, mais je vais essayer de proposer autre chose. Comme j'étais en vacances avec beaucoup de temps de trajet, je me suis dit pour, la team qui quitte ses chats pour traverser la France, en train, en voiture, avec des heures et des heures à passer, je conseille Confluence de Sylvie Poulain. Qui est un diptyque en plus, bien gros, mais quand on le lit, on a l'impression que ça fait que quelques pages. La fin arrive beaucoup trop vite, et c'est immersif au sens propre du terme, vu que ça se passe sous l'eau. C'est génial, c'est humain, c'est visionnaire aussi, ça propose quelque chose de différent. Et si l'humanité, pour une fois, la planète, l'atmosphère bousillée, au lieu d'aller dans les étoiles, se réfugie sous les mers. Déjà juste l'idée de base, j'ai adoré et le style et tout ça, nickel. Si on reste dans les transports, pour tous ceux qui prennent le métro, moi je fais ça quand je suis en déplacement. Les 1/4 d'heure, 20 minutes de métro pour changer de gare entre Montparnasse et Saint-Lazare, pile poil le temps qu'il faut pour avaler un chronophage. J'adore cette collection, ils sont géniaux. Il y a des super textes de super autrices type Mafalda Vidal, Emmanuel Cantin, Sacha Morand, j'ai beaucoup aimé aussi. Enfin, il y en a tellement. On découvre à chaque fois des choses et à chaque fois je suis scotchée. Surtout que la nouvelle, comme je disais, c'est quelque chose que j'ai plus de mal à faire et j'apprends je passe un bon moment, j'apprends et c'est vrai que c'est tellement mieux d'être dans une nouvelle que le nez sur son téléphone dans le métro, c'est cool.
Et puis, là, en ce moment, comme je suis très dans le végétal, si quelqu'un, aime comme moi toutes les questions d'altérité, le roman Sémiosis, de Sue Burke est vraiment génial pour percevoir ce que peut être une altérité autre et surtout une altérité végétale. Je suis ingénieure agronome, mais spécialisée à la base dans le végétal. C'était il y a longtemps, mais en tout cas, je l'ai trouvé très bien sur un côté à la fois, scientifique, de comprendre comment les plantes font et pourraient comment une forme de vie alien végétale pourrait faire. Et pareil, il y a une question de gestion du temps que j'ai abordée un peu dans Station Symbiose, que Becky Chambers aborde aussi. Comment on fait quand des espèces, n'ont pas le même temps de vie? Et le végétal, c'est vraiment, une autre temporalité que nous et là, elle a quelque chose d'assez, incroyable. Et puis enfin, j'avais une recommandation, c'est un bouquin qui m'a énormément marquée. Quand j'ai lu Symphonie atomique d'Étienne Kunge, c'est un thriller, je crois qu'on dit, en tout cas, il y a un rythme de dingue dans un monde, futur d'anticipation où il y a absolument, rien qui va, mais où en même temps, en fait, il y a des leviers politiques, environnementaux qui sont complètement possibles, un peu trop même. Étienne, a écrit ce livre. Moi, j'ai eu besoin de discuter, après l'avoir lu avec lui et c'était passionnant. Il l'a vraiment écrit pour que les gens, comprennent ce qu'est le sentiment de solastalgie, qui est vraiment la dépression environnementale à son plus haut niveau. Donc c'est pas un livre joyeux. Ça dépend le niveau de connaissance et d'engagement que vous avez dans l'environnement, mais c'est pas le livre qui contrairement à Terra Humanis de Fabien Cerutti qui vous dira, «On va tout régler et ça ira bien». C'est vraiment un livre qui vous fait voir comment ça va être la merde. Mais il y a un rythme de dingue, ça reste de la fiction, donc on peut quand même s'en détacher et en fait, moi, ça m'a permis d'avoir un déclic en me disant: «Mais ce qu'on a aujourd'hui, je sais que c'est précieux, mais c'était pas je l'avais pas assez intégré et ça m'a fait, ouais, un gros déclic en me disant: «Mais quand je mange une tomate, je savoure, quand je me balade, en Normandie, que tout est vert, que, je crève pas de chaud, je savoure» parce que, c'est des choses rien n'est acquis, en fait et on ne sait pas. J'espère bien et probablement que ça tournera pas aussi mal que dans son livre, mais ouais, ça m'a permis d'un coup de prendre conscience de ça et le livre en soi est un très bon thriller en dehors de cet aspect un peu écologique. Il est vraiment très, très bon, il y a pas moyen de le lâcher, hein. Ça pareil, c'est un pavé, vous avez l'impression qu'il a duré 1 heure et que vous êtes déjà à la fin et vous dites: «Mais ils sont passés où là les pages, le ton, le qu'est-ce que j'ai fait?» C'était génial. Bon, bah, c'est bien noté. Donc voilà, je C'est vais m'arrêter là, sinon j'aurais des tonnes de recos à faire, mais oh, ça fait déjà pas mal de recos, donc on va arrêter les recos ici, mais c'est bien noté. Je pense que les piles à lire vont s'agrandir. En tout cas, la mienne a déjà pris, du coup, a déjà pris quelques volumes. Et pour terminer cette interview, je voudrais savoir quels mots t'accompagnent en ce moment? Donc, je parle de mots, mais en fait, ça peut être absolument n'importe quoi. Ça peut être une citation que tu te répètes, dans la tête, ça peut être une chanson, ça peut être une réplique de film, ça peut être, ça peut être n'importe quoi. je pense qu'en ce moment, on a quelques jours de mon 40e anniversaire, donc ça fait travailler des choses et en même temps, je suis très, très, bien dans ma peau aussi parce que j'ai enfin réussi à j'arrive à l'équilibre est jamais facile, mais j'arrive à être à la fois autrice et à la fois scientifique, ce que j'ai retrouvé justement en faisant mes cartons là, ma bibliothèque. Je le dis beaucoup en table ronde, j'ai vraiment envie de montrer qu'on peut être les 2 parce que c'est pas ce que le système scolaire nous dit et moi ça m'a manqué et j'aurais mis 40 années à réussir à trouver cet équilibre-là et en retrouvant mes premiers textes, je me rends compte que c'était là dès le départ. Et du coup, il y a une citation que j'aime beaucoup, je crois que c'est d'Oscar Wilde, c'est, «Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris». Peu importe si ça a pas l'air de rentrer dans le schéma, sociétal basique. Enfin normatif au sens où statistiquement le plus large. Je suis tout à fait, en accord et en phase avec cette citation. C'est très, très chouette. Moi, je suis quand même curieuse des crocodiles sous la neige. Il va prendre un peu de temps celui-là, parce que là aussi il y a des thématiques, assez fortes derrière. Un peu nouvelles pour moi, donc il va prendre un peu de temps. Et il y a d'autres trucs qui se préparent. Eh ben, parle-nous du coup un petit peu des trucs qui se préparent pour qu'on se quitte, mais sans vraiment se quitter. En Alors, il y a un texte en soumission un peu j'aime bien tester plein de choses, donc j'ai une novella en soumission, on verra ce que ça donne,
dans un style un petit peu plus étrange, mais toujours sur la thématique de la rencontre et de l'altérité. Là, je travaille en ce moment avec Alexia Seda sur, un texte issu de notre, voyage en Égypte, donc sur plutôt la rencontre des cultures et c'est vrai que il y a beaucoup de questions, hein, qui cogitent autour, de c'est passionnant et c'est vraiment génial. En même temps, je travaille avec, un auteur égyptien et ça aussi, c'est top sur quelque chose. Et puis, du coup, j'ai un roman en cours sur des crocodiles sous la neige qui va être un long, long cours, je pense et en plus simple, et plus, jouissif et plus, récréation pour moi, c'est comme Station Symbiose, c'était tellement rapide et facile à faire. Je suis encore des fois épatée qu'il plaise parce qu'il y a des moments où je suis en mode: «Si quand même, bah, c'était après Hope, donc forcément j'ai appris, j'ai progressé». Puis il y a des moments où je suis là: «Mais c'était tellement facile à écrire, ça peut pas être» enfin, donc je remets le couvert parce que vraiment je suis vraiment trop bien dans cet univers et j'ai envie d'aller vers quelque chose d'un peu plus, un peu plus, costaud, donc peut-être un petit peu plus adulte, heu, mais du coup, je suis aussi là-dedans. Donc dans l'univers de Station Ouais. Symbiose. Ouais, ouais, une autre en fait, Trop génial. une autre histoire, qui est en fait la toute première qui est issue pour le coup d'un déclencheur que j'ai eu avec, Lionel Davoust en atelier, à l'école d'écriture Les Mots. Ces ateliers sont absolument géniaux et à un moment, il voilà, on a fait des trucs et en fait l'univers s'est créé là et il y avait une première histoire qui pouvait pas coller à une histoire, plus jeunesse, donc j'ai d'abord écrit l'histoire jeunesse et du coup maintenant je vais écrire, l'histoire, adulte qui se passe, quelques centaines d'années plus tard. Eh ben, on a hâte et on va attendre ça avec impatience. Bah, merci beaucoup, Noémie, de t'être prêtée au jeu. J'ai une dernière question, un peu, plus personnelle. Celle-ci, elle va pas faire partie de cet épisode-là. Ça va être une capsule, spéciale, réservée aux auditeurs, qui seraient encore plus curieux et qui, après cette interview géniale, seraient tombés amoureux de toi et voudraient en savoir un peu Je plus. suis déjà mariée, hein, je suis pas polygame. Amoureux de ta plume, Mais bien sûr, bien sûr. vous êtes tous les bienvenus et toutes. Donc cette interview, prend fin. Merci infiniment d'avoir été la première et d'avoir, du coup ouvert le bal. Inky et Pete, sont hyper reconnaissants aussi et puis, bah, je te dis, à très bientôt. Au plaisir de te croiser sur un salon et de te lire encore. Ouais. Merci beaucoup, c'est toujours un réel plaisir quand je suis invitée j'aime beaucoup parler et je suis toujours sidérée de voir que ça peut intéresser des gens de m'écouter, donc c'est vraiment très, très chouette et c'était un très, très chouette moment. Bah, merci à toi et donc, à très À bientôt. bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour celles et ceux qui en veulent plus et qui auraient lu Station Symbiose, parce qu'il y aura des spoilers, je vous donne rendez-vous sur le site internet d'Inky et Pete ou sur les réseaux, en message privé, pour récupérer le lien de l'épisode spécial Noémie Lemos se livre encore plus. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à laisser une note ou un commentaire. À très vite!